Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Apple? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une compagnie qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois ici, du moins quantitativement. D'accord? Donc, on va refaire le tour. Revenus, stabilité ou croissance des revenus. Ici, nous avons des revenus croissants en moyenne sur les 10 dernières années. Et à peu près depuis 2022, on a plutôt une stabilité. OK? N'oubliez pas une chose. Pendant la pandémie, on a eu une accélération de ces revenus-là. Donc déjà, le fait que Apple maintienne ce niveau de revenus, c'est déjà assez exceptionnel. Donc ne vous dites pas ici que la croissance est terminée, ni quoi que ce soit. N'oubliez pas qu'on a passé une année, la pandémie la croissance était exceptionnellement élevée. Et donc, il est parfois normal d'avoir un certain ralentissement. Mais encore, dépendamment des produits qu'on vend, etc., c'est sûr qu'il y aura de la saturation. Et comme je dis toujours, Apple, c'est surtout le service qui m'intéresse. La partie service, vous allez voir que c'est la partie qui augmente de plus en plus en termes de croissance ici. Et n'oubliez pas également ici que c'est pas trop le nouvel iPhone qui sort ou bien le nouvel iPad, etc. C'est surtout le nombre, je dis bien le nombre d'appareils actifs sur le marché en date d'aujourd'hui. C'est ça qui a de la valeur. OK? N'oubliez pas ça. Donc, si on continue ici du point de vue marge brute, je vous ai toujours dit que la marge brute, c'est le premier niveau ici de pricing power. Quand vous voyez une entreprise qui arrive à maintenir sa marge brute, c'est déjà une bonne chose. Sinon, la faire croître ici, c'est exceptionnel. Et on peut faire croître la marge brute ici en augmentant les prix. OK? Soit parce que les prix ont augmenté, soit parce que le prix de la matière première a baissé, mais surtout ici, une augmentation des prix. Donc, quand moi, je vois une marge brute qui est stable, sinon qui augmente ici comme celle-ci, j'aime ça. Mais également, il y a des questions à poser derrière. Pourquoi est-ce qu'on a des marges brutes de 44% en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous fait penser que ça va à peu près, c'est un niveau de marge qu'on va avoir tendance à maintenir dans le temps? D'accord? Donc, c'est important d'aller le voir en écoutant les conférences calls. Que dit le management par rapport à ce genre de situation, par rapport à cette situation-là? Ensuite, je vais comparer ici la marge. Je vais regarder la marge EBITDA. C'est bien d'avoir des marges brutes qui augmentent. Est-ce que la marge EBITDA également augmente ici? On voit que c'est à peu près la même chose. La marge EBITDA augmente. C'est une bonne chose, mais on est plutôt sur une même tendance qu'on avait par rapport à 2012. Mais on est quand même sur une augmentation. Ça va, c'est correct. OK? Enfin, sur les 3-5 dernières années. Donc, ensuite, on va regarder ici le net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Je vais vous dire une chose. Une entreprise qui n'a pas de free cash flow, ça ne sert strictement à... Enfin, quand je dis que ça ne sert strictement à rien de la regarder, c'est... Dites-vous ici qu'en tant qu'actionnaire, en tant qu'actionnaire, c'est le free cash flow qui nous intéresse. Une entreprise qui génère des free cash flow pourra payer un dividende, racheter des actions, d'accord, rembourser la dette ici, faire des acquisitions ou bien investir pour la croissance. OK? Donc, il faut toujours aller regarder ça. Et dépendamment ici du niveau de vie, enfin, quand je parle de niveau de vie, les entreprises vivent et meurent également ici. Donc, posez-vous toujours la question de savoir l'entreprise présentement, elle est à quel niveau par rapport à la croissance. Est-ce que c'est une start-up? Est-ce que c'est une high grow? Est-ce que c'est une mature ou bien c'est une entreprise en déclin? Toujours vous poser cette question-là. OK? Donc, si c'est une compagnie, si c'est une start-up, essentiellement, ce qu'on recherche sur les startups, la façon de les analyser est un peu différente. Mais voilà, ils sont seulement ici par rapport aux revenus, etc. Ils sont prêts à payer un certain niveau d'argent ici. Mais moi, j'aime toujours, quand c'est une compagnie de croissance, je préfère au moins qu'elle puisse s'autofinancer. Donc, quand les bénéfices opérationnels, le cash flow opérationnel équivaut ici à la dépense en capital. OK? Donc, c'est le premier niveau. Après ça, maintenant, les free cash flow. Amazon est à peu près à ce niveau-là. Et comme je dis toujours, les free cash flow d'Amazon ici ne reflètent pas sa véritable rentabilité parce qu'elle investit encore massivement ici pour la croissance. OK? Donc, quand on compare les net income et les free cash flow, vous voyez ici que Apple, c'est magnifique. On a des free cash flow plus élevés que les net income. Faut pas... Je dis toujours ici, quand vous avez des bénéfices nets supérieurs au free cash flow, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, si une entreprise dégage des bénéfices nets ici, elle devrait avoir des free cash flow équivalents. OK? Et si une entreprise a des bénéfices nets moins élevés que les free cash flow, on pose toujours la question ici, pourquoi? Mais ça nous plaît quand même. D'accord? Donc, quel est le poste ici au niveau des cash flows opérationnels qui permet à ce que ces free cash flow-là qui permet à ce que les free cash flow puissent être plus élevés que les net income? Toujours, peut-être que l'entreprise elle déprécie plus qu'elle en a besoin. D'accord? Ou bien elle amortit plus qu'elle en a besoin ici. Donc, il faut toujours aller regarder ça. En tout cas, net income, free cash flow,
parle le même langage. J'aime ça. Donc ici, essentiellement, même si je sais que les free cash flow et net income, les free cash flow sont plus élevés que les net income, je vais quand même prendre la marge des net income ici, histoire parce que Coifin n'a pas cette information pour le moment. OK, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas dans le futur ici. Donc, toujours aller vérifier si l'information est déjà disponible, mais pour le moment, ici, elle n'est pas disponible. Donc, moi, je vais comparer ici les free cash flow, les net income, en termes de marge. Je vois ici qu'on a une augmentation des marges. C'est la même chanson avec la marge brute, la marge EBITDA ici. Imaginez qu'on avait une marge brute décroissante et des marges nettes ici croissantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que nous avons une entreprise qui est de plus en plus efficiente. Donc, il faut faire très attention ici. Dépendamment ici de la tendance de ces différentes marges-là, de ces différents ratios, le raisonnement va être différent. Ne l'oubliez pas. Dépendamment du type d'entreprise, le raisonnement va être différent. Vous ne pouvez pas coller ce raisonnement sur une compagnie minière, par exemple, ou bien sur une compagnie dans le secteur pétrolier, parce qu'il faut prendre en considération ici la variation du prix de la commodité. Faites très attention. Sur les bancaires aujourd'hui, bref, chaque entreprise, chaque secteur d'activité s'analyse de manière différente. Chaque industrie également a ses particularités. OK? Et donc, il faut toujours à peu près savoir où est-ce qu'on met les pieds. C'est très, très important. Ce qu'on fait ici, c'est du quantitatif. Le quantitatif nous permet de poser les bonnes questions et le qualitatif nous permet de répondre à ces questions-là. Les deux ici forment ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Donc, on n'achètera jamais une compagnie uniquement en se basant sur le quantitatif. Il faut comprendre le raisonnement derrière ces chiffres-là. D'accord? C'est très, je pourrais même dire que c'est la partie la plus importante. OK? Et je dis toujours une chose, pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien en commentaire épinglé ici pourrait vous intéresser. D'accord? Parce qu'essentiellement ici, on est là pour faire du stock picking de manière sérieuse. Pas juste regarder un dividende croissant ou bien je ne sais pas quoi, se masturber avec des chiffres, excusez-moi du terme ici. Mais il faut donner vie à ces chiffres-là. D'accord? Et vous ne pouvez pas déléguer le questionnement. D'accord? Parce que vous, quand on investit, il faut investir avec conviction. Et vous ne pouvez pas investir en vous basant sur les convictions de quelqu'un d'autre. Parce qu'il suffit juste que le prix baisse et vous allez entendre ici, oh, on n'achète pas un couteau qui tombe ou machin truc. Non. Une entreprise qui a un prix qui baisse ici, dépendamment ici du business, ça pourrait être de plus en plus intéressant. C'est juste ça. Ça pourrait signifier des soldes. Comme ça pourrait également dire que ça va mal. D'accord? Une entreprise également qui a un prix qui augmente de plus en plus, ça pourrait également dire qu'il y a des choses qui vont mal. Faites très attention. OK? Ça va mal, mais ça peut coûter de plus en plus cher. Ou bien les attentes sont de plus en plus élevées. Donc, il faut faire attention ici. Nous, on se base sur, on regarde les chiffres. Nous, on regarde la tendance des chiffres. D'accord? Et derrière ces chiffres, on essaie de donner vie, on essaie de trouver le raisonnement derrière cette tendance-là. D'accord? Ne l'oubliez pas. Donc, nous avons ici, on a vérifié les net income, les free cash flow. On va regarder si le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions diminue. Donc ici, vous allez voir ici que le shareholder yield est parfois plus élevé que ça. Tu ne sais pas ce que ça veut dire shareholder yield? Va regarder sur Internet. Shareholder yield, OK? Pour faire simple, c'est essentiellement ici. Si l'entreprise, c'est essentiellement ici ce que l'entreprise, c'est le rachat d'actions, d'accord? Le montant réservé pour le rachat d'actions plus le montant réservé pour le dividende, moins ce qu'on a payé ou bien plus, moins ce qu'on a pris comme dette ou bien plus ce qu'on a payé comme dette ici, d'accord? Donc ça vous donne au total le shareholder yield. Donc en grosso modo également ici, si l'entreprise avait pris toute la somme qu'elle a réservée pour le rachat d'actions ou bien pour le remboursement de la dette pour payer les dividendes, d'accord? Si elle avait juste pris tout ce montant-là pour payer les dividendes ici, voilà ce que vous aurez eu. OK? Et c'est ça qui nous intéresse en tant qu'actionnaire. Donc, quand moi j'investis sur cette compagnie-ci, je veux savoir à peu près le montant que je paye ici aujourd'hui par rapport au dividende ou bien au bénéfice net ou au free cash flow moyen. OK? Donc, je réfléchis ici en termes de rendement. Donc, par rapport à la dette nette, est-ce que la dette nette ici augmente ou diminue? En termes de volume, si on n'a pas de dette nette, techniquement, quand on regarde ici le niveau de dette nette, nous avons plutôt une entreprise qui a du cash net, énormément de cash net. On avait même eu du 160 en 2016. Ça me fait juste sourire. Bon, les anciens vont comprendre pourquoi. OK, aujourd'hui, on a du cash net, 57 milliards de cash net. OK, donc cette entreprise-ci n'a pas de problème d'endettement, donc elle a la capacité de survivre. Alors, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Déjà, j'aime voir, est-ce que c'est un business prévisible? Nous voyons ici que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions. Ici, c'est une entreprise assez prévisible. Combien de fois les bénéfices on va avoir tendance à changer, à payer pour ce genre d'entreprise qui, revenu plutôt stable, OK, marge brute en croissance, marge nette en croissance, nombre d'actions qui diminue,
Free cash flow et net income, free cash flow plus élevé que les net income, bien équivalent au net income ici. Combien de fois les bénéfices vous allez avoir tendance à payer pour ce genre d'entreprise? Pour moi, Apple, c'est une entreprise qui peut s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Tant qu'elle peut justifier d'une croissance au moins de 5%, elle pourrait avoir du 25%, elle pourrait s'échanger même à 25 fois les bénéfices. Donc, pour Apple, je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Je fais ce choix-là. Je ne paye pas 30 fois les bénéfices pour une entreprise. D'accord? Même s'il y a de la croissance, je paye toujours 25 fois les bénéfices, grand max. OK? Même si je prends en considération une éventuelle croissance. Donc, ce qui veut dire quoi ici aujourd'hui? Réfléchissons en termes de rendement. Free cash flow plus élevé que net income, n'oubliez pas. On me demande de payer du Apple en date d'aujourd'hui. On me demande de payer $8,43. N'oubliez pas, $8,43 par rapport à 2026. Je prends un tout petit peu de croissance. Par rapport, on me demande de payer $191 ici pour recevoir $8,43 d'ici 2026. C'est un rendement de 4,41%. Pour moi, ici, ça veut juste dire que Apple est correctement évalué. D'accord? Je cherche à avoir un rendement sur coût plus élevé que ça. Et la seule raison pour qui va faire ce que j'achète du Apple ici aujourd'hui, c'est si je pense qu'au-delà de 2026, d'accord, on pourrait justifier d'une croissance supplémentaire de 10% en moyenne sur les années à venir. Extrapolons un tout petit peu. Est-ce que je vous conseille pas souvent de faire ceci? Mais bon, ne vous basez pas essentiellement sur la croissance passée pour estimer la croissance future. Il faut toujours aller regarder la taille du marché. Quels sont les drivers de la croissance passée afin d'avoir une idée, de vous faire une idée de la croissance future. Parce que ici, essentiellement, quand on investit sur une entreprise, quand on fait une évaluation, c'est essentiellement c'est un intervalle de valeur, dépendamment des hypothèses que vous allez avoir tendance à prendre. OK? So, il faut faire attention. Parce que si moi, je prends la croissance ici, si j'essaye d'extrapoler un tout petit peu la croissance à 25 fois les bénéfices, je me dis ici que si c'est une entreprise qui maintient une croissance moyenne de 10% jusqu'en 2029, on pourra avoir un rendement à 25 fois les bénéfices. En 2029, on aura un prix aux alentours de $11,72. Excusez-moi, les bénéfices nets des free cash flow aux alentours de $11,72 ou bien $11,76, disons même $12 à 25 fois les bénéfices. Ça donne à peu près un prix aux alentours de $294. Donc aujourd'hui, on me demande de payer du Apple à $191 ici. Donc je me dis une chose. Est-ce que je surpaye? Je dirais non. Je ne surpaye pas pour Apple. Tant mieux si les marges continuent à augmenter, tant mieux si la croissance des revenus est là. Dans tous les cas de figure, le plus important déjà, c'est de protéger mon capital. Est-ce que je pense que Apple ici me permet de protéger ce capital-là? Je dirais oui. Donc, si je suis investi sur Apple et qu'elle me verse la totalité des bénéfices nets en dividendes, j'aurai du 3,53% aujourd'hui. Par rapport à 2026, je serai à 8,43%. Vu que c'est un business prévisible, on peut se dire ici que le prix actuel est tout simplement correct. OK? Correct à 25 fois les bénéfices. Ne l'oubliez pas. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. D'accord? Je me réserve toujours le droit de me tromper et je n'investirai jamais sur Apple sans lire mes rapports financiers. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin que ça, en description, en premier commentaire épinglé, ça pourrait également vous intéresser. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.